Nous commençons par Madame Emmanuelle Tixier-Duménil, pour qui j'ai le plus grand respect pour son travail, et sa personne d'ailleurs. Ce que le despote doit au calife, ou comment la figure du despote oriental s'est nourrie de références médiévales. Cher ami, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, comme le suggère le petit résumé qui présente le colloque, que vous voyez au dos de la brochure, le motif du despote oriental est esquissé par les Grecs dans l'Antiquité, puis repris par les Européens pour décrire l'Empire ottoman à l'époque moderne. Ces deux jalons posés sur le long chemin qui nous mène à l'analyse du contemporain sont essentiels, car ils témoignent de l'existence d'un topos qui serait d'autant plus solidement construit qu'il l'aurait été par dépôts successifs de sens au cours des siècles. On aurait là, et c'est essentiel quand on fait de l'histoire sur le temps long, une véritable chaîne de continuité qui légitimerait de ce fait ce cliché, ce stéréotype, et donc, d'une certaine manière, qui nous autoriserait à rechercher la part de vérité qui le fonde historiquement et qui en fait bien plus qu'une simple projection fantasmée. Sauf que voilà, un détail ne vous aura certainement pas échappé, un détail qui compromet clairement l'équilibre de cette construction. Entre l'Antiquité et l'époque moderne, il y a le Moyen-Âge. Et autant vous donner tout de suite ma conclusion, cela nous fera gagner du temps. Le Moyen-Âge ne formule pas le motif du despote oriental. J'ai interrogé mes collègues spécialistes des miroirs des princes, comme Lidwin Scordia, ceux qui ont travaillé sur la philosophie politique de l'Occident latin médiéval, sur Thomas d'Aquin, sur Jean de Salisbury ou sur Albert le Grand, point de despote oriental à l'horizon. En tout cas, rien qui ne pourrait faire penser à la récurrence de ce topos à l'époque moderne. Il y a certes dans les miroirs des princes des exemples de mauvais souverains, généralement qualifiés de tyrans. Mais en dehors de la référence biblique à Pharaon, la figure la plus commune du tyran est assez peu orientale, c'est celle de Denis de Syracuse, qui est surtout associée au détournement de richesses, à l'impôt indu et à la démagogie depuis Aristote. Et quand Marsile de Padoue ou Guillaume d'Occam, dans la première moitié du XIVe siècle, oppose le Principatus regalis au Principatus despoticus, en matière de despote, il pense au pape. Carole Mabou a vérifié dans une base consacrée aux occurrences en italien médiéval, et jusqu'au XVe siècle, le terme despote n'est utilisé qu'extrêmement rarement et d'une façon tout à fait technique pour désigner un titre byzantin. Si on s'en tient maintenant à cette part de l'Orient, à laquelle l'Occident latin s'est heurté directement et frontalement lors des croisades, à savoir le monde islamique, le seul souverain oriental à peu près identifié et dont le nom était connu en Europe au Moyen-Âge, c'est Saladin, qui reprend Jérusalem aux croisées en 1187. Or, il est dépeint dans cette littérature en latin comme un preux, dont on imagine même que la mère était chrétienne, tant il semble incarner les valeurs de la chevalerie. L'idée d'un souverain islamique qui incarnerait le despotisme oriental et qui serait de ce fait un contre-modèle politique, une manifestation de l'altérité, cette idée n'apparaît pas dans la littérature de l'Occident latin au Moyen-Âge. Elle est élaborée à la Renaissance à cause du danger ottoman et réactivée au fil des siècles, notamment pour alerter sur les dangers du glissement vers l'absolutisme, dont on sait depuis Alexandre qu'il est la tentation de tout souverain. Alors cela ne signifie pas pour autant qu'il faille écarter d'un revers de manche la période médiévale, car c'est dans le stock de ces références que la modernité est allée puiser pour nourrir, pour donner chair à la figure du despote oriental, inspirée dès le XVIe siècle, notamment sous la plume de Jean Bodin, par le monarque de la Perse séfévide, mais surtout par le grand Turc, souverain d'un empire ottoman qui est aux portes de l'Europe depuis la prise de Constantinople en 1453 et même avant. Il s'agit là de rois musulmans perçus comme les continuateurs des califes médiévaux. Ces cours médiévales ont assurément nourri un imaginaire
qui, après le Moyen-Âge, a engendré en Occident toute une série de représentations plus ou moins fantasmées, qui d'ailleurs tirent moins leur origine de descriptions de voyageurs européens que de la littérature arabe elle-même. Reprenons les grands thèmes qui constituent l'ossature, en quelque sorte, de la figure du despote oriental. Celui-ci régnerait en maître sur une masse d'esclaves. Il se caractériserait par une pratique erratique et particulièrement cruelle du pouvoir, dictée par la passion et non par la raison, comme l'ont montré notamment les travaux de Jocelyne Darlia, je crois qui a été cité tout à l'heure par Stéphane, en particulier son ouvrage intitulé « L'Empire des passions, l'arbitraire politique en islam », paru chez Aubier en 2005. Ce serait le triomphe de la violence, de l'arbitraire et du favoritisme, de la dévoration des vies, des richesses et des femmes, et ce n'est pas un hasard si le lieu qui symbolise au plus haut point ce despotisme oriental dans l'imaginaire de la modernité est le sérail, le harem, où le souverain trône dans une solitude virile, entouré d'eunuques et de concubines sur lesquelles il exerce une forme de despotisme privé qu'il prolonge par un despotisme public asservissant une masse de sujets amorphes. Son but n'est pas de servir le bien commun, mais d'assouvir ses désirs. Reprenons quelques-uns de ces éléments. Cela se nourrit d'une fascination pour les cours orientales, et notamment les cours califales, fascination qui a été au cœur d'une importante littérature en langue arabe dès l'époque médiévale, littérature qui a mis en scène la splendeur de ces milieux auliques et la complexité des relations qui s'y nouaient. Jocelyne Darlia commence à juste titre son étude sur l'empire des passions en rappelant un épisode matriciel de la culture politique islamique, les rapports de proximité extrême allant jusqu'à la passion physique entre le calife Haroun al-Rachid, qui règne entre 786 et 809 de leur commune, et son vizir, Jafar le Barmécide, l'emprise qu'exerçait celui-ci sur le calife abbasside, puis lorsque la roue de la fortune tournait, son exécution, ainsi que celle de presque toute sa famille, sur l'ordre du souverain en 803. C'est un épisode qui a profondément marqué, peut-être même choqué les contemporains, et dont on retrouve l'écho jusque dans les Mille et une nuits. On y mesure l'importance de la faveur, qui élève un courtisan jusqu'au sommet, puis le réduit à néant au gré des caprices du souverain. Et l'historiographie islamique médiévale a ressassé ce thème du favori venu de rien, ce qui n'était certainement pas le cas de Jafar, qui appartenait à une très grande famille d'origine persane, mais c'est néanmoins devenu un poncif de la littérature politique arabe dès l'époque médiévale. Notons toutefois que la question de la faveur et du favori est un thème que l'on trouve également dans la littérature de l'Occident latin, mais là c'est interprété, pour s'en réjouir ou pour le déplorer, comme un contrepoids au pouvoir de la famille du souverain ou des grands lignages. C'est évidemment également le cas dans le monde islamique où il existe des contre-pouvoirs, ce n'est pas l'apanage de l'Occident. Ce qui a également nourri l'imaginaire du despote oriental, c'est la splendeur de ses cours califales, celle de Bagdad au premier chef, mais aussi celle du Caire fatimide ou de la Cordoue omeyyade au Xe siècle. Il faut, je pense, une ampleur impériale, une accumulation de richesses et de sujets qu'on trouve effectivement dans les cours califales ainsi qu'à Byzance, autre cour orientale, en Chine ou en Inde. On pourrait prendre pour le Moyen-Âge l'exact contre-pied de Norbert Elias. Les sociétés de cour sont, pour la période médiévale, impériales et donc forcément orientales. Le caractère pléthorique de ces cours, notamment en raison de la présence massive d'esclaves, est effectivement souligné. Il y aurait eu, à la cour du calife Al-Muqtadir, le calife abbasside, qui régnait à Bagdad de 908 à 932, je cite, 11 000 servantes, 7 000 esclaves noirs, 4 000 esclaves blancs et des milliers de serviteurs de chambre. On n'a aucune idée de la fiabilité de ces chiffres, mais là aussi, ils ont évidemment contribué à nourrir un imaginaire. La littérature arabe médiévale abonde en anecdotes sur cette splendeur. Le Kitab al-Arani, le livre des chansons d'Al-Isfahani, qui meurt en 967, les nombreux miroirs des princes, les ouvrages sur l'étiquette et le protocole abbasside, notamment les règles de la maison du calife, écrits au XIe siècle par le secrétaire Hilal as-Sabi, mettent en scène la richesse de ces milieux, régis par un protocole inspiré notamment
de celui des Sassanides de l'Empire persan, ce qui explique notamment la progressive invisibilisation du souverain, séparé par un voile de ses sujets, par le gardien du voile, le chambellan, le hajib, c'est la même racine que le mot hijab. Le cérémonial, on le voit, est un instrument de pouvoir qui permet de domestiquer les courtisans en assignant à chacun une place au sein de ce dispositif humain et spatial organisé autour du souverain qu'est la cour. Car là, dans ces cours islamiques, bien plus que dans l'Occident latin, disons des 2/3 du Moyen-Âge, la cour est le lieu obligé de la redistribution des richesses, car l'aristocratie n'y est pas féodale et foncière. C'est le service du prince qui conditionne les postes et les rétributions. On concède des iktas, c'est-à-dire des revenus de la terre, et non pas la terre elle-même. Le livre des dons et des raretés, qui est repris au XIe siècle en milieu fatimide, puis recopié au XVe siècle sous les Mamelouks, recense les anecdotes sur la générosité des rois, alimentant l'idée de leur toute-puissance. Toute position dans l'administration califale était source de gains financiers, notamment le vizirat, fonction aussi lucrative que dangereuse, car en cas de révocation, le vizir et sa famille risquaient d'aller en prison, d'être torturés et de voir leur fortune confisquée. Ce qui a surtout frappé à la fin du Moyen-Âge les ambassadeurs et les voyageurs occidentaux, c'est ce qu'ils interprètent comme une société sans noblesse de sang, et donc tout y serait conditionné par la faveur du prince, ce qui est en fait une mauvaise compréhension du fonctionnement des élites sociales dans leur diversité. Venons-en maintenant à ce lieu qui a alimenté tous les fantasmes et a contribué à la constitution du motif du despote oriental. Il s'agit bien sûr du harem. Je n'ai pas mis de PowerPoint pour ne pas vous distraire, parce que des images d'odalisques à l'anguille juste après le repas. Ces clichés en ont fait un lieu hypersexualisé où justement de magnifiques femmes à l'anguille attendent le bon vouloir de leur seigneur et maître. Le terme est très peu utilisé dans les sources médiévales arabes, mais signifie d'abord les appartements privés du souverain, et non un quartier qui serait interdit car sacré. D'ailleurs, à Madinat az-Zahra, qui est le complexe palatial édifié à quelques kilomètres de Cordoue au Xe siècle pour abriter la cour omeyyade, mais aussi dans l'Alhambra de Grenade ou dans d'autres palais, les archéologues sont bien en peine pour essayer de localiser dans les complexes palatins un espace spécifique qui constituerait le harem. Certes, le prestige du calife jusqu'au XIe siècle au moins a pu être associé à la possession de nombreuses concubines, mais les grands gynécées califiens n'étaient certainement pas ces lieux totalement clos et inaccessibles, exclusivement liés au plaisir sexuel du souverain qu'ont imaginé les Occidentaux de l'époque moderne, essentiellement pour les présenter comme l'antithèse des cours d'amour ou des cours galantes, forcément mixtes, de l'Occident. Comme l'a montré Alain Gros-Richard dans Structure du sérail, la fiction du despotisme asiatique dans l'Occident classique, paru aux éditions du Seuil en 1979, le topos du despote oriental s'est nourri de cette vision de la dévoration des femmes par une sorte de souverain ogre, esclave lui-même de ses passions dans l'espace reclus du harem et qui n'aurait supporté aucune rivalité masculine. Un personnage, sorte de double inversé du despote, symbolise toute la violence de ce processus, c'est évidemment l'eunuque. Il est effectivement présent dans les cours islamiques médiévales, mais également à Byzance, où les débats ont été nombreux et tout à fait passionnés sur la catégorie à laquelle appartenaient les eunuques. On les trouve aussi en Chine, en Inde et dans d'autres parties du monde. L'eunuque, il me semble, c'est l'indice de l'Empire, que ce soit à Rome, à Bagdad, à Byzance ou dans Game of Thrones. Parmi ces eunuques, beaucoup sont des militaires, de hauts fonctionnaires civils et pas simplement des gardiens de harem. Et on a de nombreux exemples d'eunuques qui accédèrent à de très hautes fonctions sous les différents califats. Certains même régnèrent en Al-Andalus au XIe siècle. La mutilation dont ils ont fait l'objet nourrit l'image de cruauté du despote qu'il leur a infligée, ainsi que leur propension à fomenter des complots au cœur du harem, une sorte de contrepoids à leur impuissance sexuelle. Toutes ces images, évidemment, sont formulées par la modernité.
Ces eunuques sont des esclaves ou des affranchis. On rejoint là un motif essentiel du topos du despotisme oriental, le fait que ces souverains régneraient sur des cohortes d'esclaves dans l'espace domestique et par prolongement sur des masses de sujets asservis. Et cet entourage d'esclaves constitue vraiment l'une des fondations de ce thème, puisque nul frein n'existerait à leur pouvoir. On a certes puisé là aux sources de la réalité de ces cours médiévales, qui abritent, je l'ai dit, une très nombreuse main-d'œuvre servile, mais il s'agit également d'une mauvaise compréhension du rôle joué par les esclaves à la cour et plus largement du fonctionnement de ces cours. Les mamelouks, littéralement les choses possédées, y occupaient des fonctions de premier plan, ce qui ne signifie pas pour autant l'absence de ce qui pouvait s'apparenter à des grandes familles ou à une noblesse. Les lignages de haut rang, qui prétendaient pour les plus illustres d'entre eux remonter à la famille ou à la tribu du prophète Mohammed, se sont illustrés dans la vie intellectuelle et religieuse, dans les grandes charges civiles, dans les vastes entreprises du négoce et autres activités. Mais contrairement à ce qui était pratiqué dans l'Europe médiévale, cette noblesse entre guillemets a été écartée du métier des armes depuis au moins le Xe siècle, quand ce furent essentiellement des Turcs au Moyen-Orient et des Berbères au Maghreb qui ont été recrutés pour remplacer la vieille noblesse arabe désarmée par les califes qui redoutaient sa concurrence. Les hommes d'armes, issus des peuples nouveaux dans l'histoire de l'islam, ces Turcs, ces Kurdes, ces Berbères, dont certains sont passés par l'esclavage, ont occupé très tôt les charges militaires les plus importantes selon un schéma impérial, constituant des gardes prétoriennes qui finirent par faire et défaire les califes, que ce soit à la cour abbasside, à celle des Fatimides du Caire ou dans l'empire omeyyade d'Al-Andalus. L'acmé, l'aboutissement de ce processus, c'est lorsque ces hommes issus de l'esclavage parviennent sur les trônes sultaniens, ceux qu'évoquait Henri Laurence ce matin avec les Mamelouks, et lorsqu'ils exercent eux-mêmes le pouvoir. Et ce fut le cas effectivement en Égypte et en Syrie entre 1250 et 1517, dans le cadre du très puissant sultanat mamelouk, dont la richesse et le rayonnement furent bien supérieurs au XIVe siècle, par exemple, à ceux de la France ou de l'Angleterre englués dans la guerre de Cent Ans. Je renvoie notamment aux travaux de Jean-Claude Garcin et de Julien Loiseau sur le fonctionnement de ce régime politique, au sein duquel il fallait passer par le moule de l'esclavage militaire pour se hisser sur le trône. Les fils de sultans mamelouks, qui donc sont nés libres, ne pouvaient pas devenir sultans mamelouks. Dans ce cas très précis, il ne s'agit donc pas d'un despote régnant sur des esclaves, mais d'une certaine façon de l'inverse. Les esclaves règnent, ou du moins les ex-esclaves règnent, puisque ces mamelouks sont affranchis, élevés dans l'islam et affranchis. Élevés dans l'islam parce que raptés en dehors des frontières de l'Empire, essentiellement dans la steppe Kitchak, au sud de la Russie, dans les grandes plaines sud de la Russie, de l'Ukraine actuelle. Là aussi, ça ne pouvait que sidérer des observateurs occidentaux habitués à envisager le pouvoir comme l'apanage naturel d'une noblesse héréditaire. Ils y ont vu la loi des Turcs, c'est-à-dire le coup d'État permanent, le remplacement d'un sultan par un autre au moyen de l'assassinat, et là aussi, c'est infiniment plus complexe. Sur plus de 2 siècles et demi de fonctionnement, il y eut des périodes de stabilité politique indéniables, voire des vertus au système, notamment aux yeux du grand analyste qu'est Ibn Khaldoun au XIVe siècle, puisque selon lui, le pouvoir mamelouk ne vieillit pas, ne s'épuise pas dans la succession dynastique et se renouvelle constamment. Il n'empêche que cette présence visible et au premier plan des esclaves, ou plutôt des ex-esclaves, fut certainement l'une des matrices du motif du despotisme oriental. Je voudrais redire en conclusion que même si la modernité a largement puisé dans des références médiévales de quoi modeler la figure du despote oriental qu'elle créait, le Moyen-Âge, lui, ne l'a pas pensé en ces termes. Il faut évidemment nous demander pourquoi. Cela tient essentiellement au fait que le Moyen-Âge occidental ne formule pas l'altérité du monde islamique, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut attendre le XIIe siècle au moins, et la première traduction du Coran à l'instigation de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, pour que l'Europe médiévale comprenne que l'islam était une autre religion et non une hérésie chrétienne parmi les 1000 autres identifiées.
La seconde est qu'il y a une culture politique en partage, née de la réception commune de l'héritage aristotélicien. La conscience est vive dans les milieux universitaires qui sont en train d'émerger au XIIe et au XIIIe siècle, que ces textes de l'Antiquité, notamment l'œuvre d'Aristote, sont parvenus par le truchement des Arabes, qui sont perçus comme un peuple de sages à l'instar des Grecs anciens. Averroès, appelé le commentateur par les tenants de la scolastique, est le second père avec Aristote d'une partie essentielle de la réflexion philosophique et théologique de l'Occident latin médiéval. Cela ne se fait évidemment pas sans débat et sans polémique, comme en témoigne la querelle averroïste. Mais il faudra plusieurs siècles avant que l'Europe moderne, par peur du Grand Turc, mais aussi par peur de l'évolution vers l'absolutisme, invente le motif du despote oriental et pose les bases de l'altérité politique du monde islamique. C'est ce qui sera repris dans les histoires universelles élaborées en Europe au XIXe et au XXe siècle, lorsque l'islam, avec un I majuscule, c'est-à-dire l'empire de l'islam, le monde de l'islam, lorsque l'islam y jouera le rôle de cet autre nécessaire, ce meilleur ennemi plus proche que l'Inde ou la Chine, et dont la présence est nécessaire pour livrer une explication globale du monde. Ce stéréotype du despote oriental inventé par la modernité a même été intégré par l'Orient ou par les Orients eux-mêmes, comme l'ont montré les travaux sur l'orientalisme depuis Édouard Saïd. Ce cliché en Europe a été ressassé, je dirais, jusqu'à la lie par le contemporain et jusqu'à aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui même, disons maintenant, pendant ces semaines, dans la mesure où les dangers et les impasses auxquels mène l'altérisation de l'islam, nous en voyons aujourd'hui directement les conséquences. Le Moyen-Âge, à mon avis, était certainement moins barbare et moins bête. Merci. Merci Emmanuel. J'ai dirigé jadis une thèse sur une relation de voyage d'un Marocain dans la cour royale d'Espagne dans les années 1690. Il venait négocier des histoires de captifs à racheter, des choses comme ça. Et dans cette narration de voyage, il dit « C'est affreux le régime des Francs, enfin des Espagnols dans le cas précis. Le souverain a tous les pouvoirs, il n'y a aucun contre-pouvoir, contrairement au sultan du Maroc. Et toutes les familles sont aux mains des curés qui tiennent... C'est-à-dire qu'en 3 lignes, notre voyageur marocain avait inventé le despotisme des Francs et le fanatisme religieux des chrétiens. Comme quoi les regards se croisent. Et puis évidemment sur les harems, bon, moi j'ai travaillé jadis sur la politique du harem dans l'Égypte du XVIIIe siècle, qui montre que c'est une affaire beaucoup plus compliquée que ce qu'on l'imagine, d'autant plus, enfin, disons que la femme est un instrument de transmission du pouvoir entre les maisons mamelouks de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On a une personnalité exceptionnelle, c'est Nafissa, qui est l'épouse successivement de Ali Belkébir et Ibrahim Mourad Bey, et qui négocie avec les Français et les Anglais. Donc, on voit que ces questions sont beaucoup plus complexes que cela. Bien, Manuel, merci.